Bonjour, monsieur Abdelhalim Koundi. Bonjour, monsieur Chezeville. Alors, il y a un peu plus d'un an, j'avais eu la joie de vous accueillir dans les studios de notre radio. Oui, tout à fait. Je me rappelle très bien, c'était un beau souvenir. Voilà, c'était pour parler de l'horloge de Testour que vous aviez réveillée après une longue hibernation. C'est ça. Et c'était donc un sujet tout à fait original dont nous aurons sans doute l'occasion de reparler dans une prochaine émission, puisque Oui. nous allons aller ensemble dans quelques jours à Testour voir cette belle horloge. Très bien, oui. Alors aujourd'hui, je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous dans votre beau jardin. Merci. Ce n'est pas pour parler de l'horloge de Testour, comme je l'ai dit, c'est plutôt pour parler de la Tunisie d'une manière générale. Alors je vais dire quelques mots d'abord pour situer un peu le contexte. La Tunisie est un pays qui a une grande réputation de tolérance et d'hospitalité, mais cette image depuis quelques semaines est malheureusement mise à mal par les médias, par certains chefs d'État ou dirigeants étrangers, du fait des conséquences, d'une part, du fait des propos tenus par le président dans une intervention télévisée au sujet de la présence des migrants ou des candidats à l'exil subsahariens venus d'Afrique subsaharienne, et surtout des conséquences de ces propos qui ont amené une situation un petit peu précaire pour ces migrants subsahariens vivant en Tunisie, et qui a même amené des gouvernements comme le gouvernement guinéen ou le gouvernement ivoirien à mettre en place un véritable pont aérien pour évacuer leurs ressortissants et les ramener au pays. Et depuis, je lis la presse africaine tous les jours sur Internet, et je constate que l'image de la Tunisie s'est fortement dégradée en Afrique. Les gens, les commentateurs africains disent que la Tunisie est un pays raciste, un pays hostile, disons le mot, hostile aux Noirs, pour utiliser leur langage que je n'aime pas, pour ma part, utiliser. Je suis arrivé en Tunisie depuis quelques jours, je n'ai pas tellement l'impression que la Tunisie est un pays raciste et un pays hostile aux Noirs, mais je ne suis pas noir. Donc, il m'est difficile de porter un jugement. Et dimanche dernier, je suis allé à la messe à la cathédrale de Tunis. L'assistance était essentiellement composée de subsahariens. Étaient-ils des étudiants? Étaient-ils des travailleurs? Étaient-ils des clandestins? Je n'en sais rien, peut-être un peu de tout. Mais je n'ai pas eu l'impression qu'ils étaient, comment dirais-je, effrayés, ou au contraire, ils animent une très belle chorale, ils apportent beaucoup de gaieté à la liturgie dans cette cathédrale. Donc je n'ai pas eu du tout l'impression d'avoir affaire à des gens opprimés ou effrayés. Voilà, j'ai suffisamment parlé. Maintenant, j'aimerais entendre vos commentaires sur cette dégradation de l'image de la Tunisie. D'abord, bon, merci pour cette occasion pour pouvoir parler et exprimer l'autre côté. Voilà. L'autre côté de la Méditerranée, ou bien de l'autre côté du Sub-Sahara. C'est que, vous savez, je crois que tout le monde sait, que la Tunisie, c'est le premier pays en Afrique, et même en Europe, et bien avant les États-Unis, qui a aboli l'esclavage. Il y avait des esclaves depuis très longtemps, d'ailleurs, dans beaucoup de pays. On a même visité avant-hier, je crois, une place à la Médina de Tunis où on vendait des esclaves. Bien sûr, il n'y a plus de vente d'esclaves. Lesquels esclaves n'étaient pas nécessairement des Noirs africains, parce qu'il y avait aussi beaucoup d'esclaves européens rasiés sur les côtes méditerranéennes. Tout à fait, tout à fait. Donc, ça a été aboli sur plusieurs étapes,
sur une période de, je crois, 3 ans. Et hier, nous avons vu, vous m'avez montré dans un palais au Bardo, nous avons vu c'est Ahmed Pacha Bey. Oui. C'est celui-là donc, qui a aboli le premier. Et on a vu son décret. Voilà, tout à fait. Abolissant l'esclavage. Tout à fait. 2 ans avant la France, je crois. Voilà. Et bien avant les États-Unis. Oui, oui, bien sûr. Et donc ça a été aboli en première étape de ne plus vendre, bien acheter des personnes humaines. Ça a commencé comme ça. Puis de ne plus d'enlever le statut d'esclave, parce qu'il y avait un statut officiel d'esclave avant, etc. Donc il y avait même des ministres, d'ailleurs en Tunisie, il y a aussi une partie de population de couleur noire qui probablement venait du Sub-Sahara, puisque au sud de la Tunisie, ce n'est pas très loin. Il y avait des ministres aussi de couleur noire. Donc cette histoire de racisme en Tunisie, en vérité, ça n'existe pas. Bon, il y a toujours des préjugés de quelques personnes qui sont un peu pas tout à fait humains, étroits d'esprit, voilà, ou bien étroits d'esprit. Et donc avant on ne parlait pas, on n'a jamais parlé des personnes de couleur noire. Pour nous, ça fait partie des Tunisiens. Et les étrangers qui rentrent en Tunisie, qu'ils soient blancs ou rouges, ou bien jaunes, ou bien noirs, il n'y avait aucun problème. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu une exode massive, et je dirais même provoquée. Et donc, comme il y a des Tunisiens qui n'ont pas trouvé de travail en Tunisie, ils essayent de trouver un travail pour gagner leur vie. Ils ont essayé aussi, bien, ils essayent encore, de traverser la Méditerranée. Alors, les subsahariens, ils ont trouvé que c'est un pont, c'est un passage de la Tunisie pour aller en Europe. À ce point de votre intervention, il ne faudrait peut-être rappeler pour nos auditeurs, en particulier les auditeurs subsahariens, que les côtes tunisiennes se trouvent à quelques kilomètres d'îles qui sont territoires italiens, Lampedusa, Pantelleria et d'autres, et même Malte n'est pas très éloignée. C'est ça. Donc c'est un pont, la Tunisie a servi comme un pont. Et en plus cette situation a été accentuée politiquement même. On a même, c'est ce que j'ai compris, qu'il y a des actions au Sub-Sahara pour aider ces subsahariens à traverser la Tunisie. C'est le problème des passeurs. Des passeurs. Et ce qui a accentué la chose, c'est qu'il y a eu une arrivée massive. Les subsahariens marchaient à pied sur les routes. Ils voyageaient à pied de longues distances, des kilomètres et des kilomètres. Bien sûr, ils dormaient dans la rue, n'importe où, n'importe comment. Et ils passaient par la Libye pour venir en Tunisie? Pas spécialement, mais ils peuvent plus facilement passer par la Libye. Hein. Et comme la frontière tuniso-libyenne n'est pas très bien vraiment... c'est le Sahara. C'est le Sahara, et il y a toujours des passeurs qui connaissent très bien. Bien sûr. Il y a que ce soit au sud, mais au nord, bien, même en Europe, il y a des gens qui savent comment passer. Bien sûr. Comment passer. C'est tout un métier. Hein. C'est tout un métier. Donc, il y a qui rapporte gros, et il y a des gens sans scrupules qui gagnent beaucoup d'argent. On parlait du trafic des esclaves tout à l'heure qui est révolu, mais le trafic des êtres humains organisé par ces gens-là et par leurs hommes de main est très lucratif. Et ça peut même aller jusqu'à 1 500 € pour un subsaharien, ou même pour un Tunisien pour traverser la Méditerranée. Il doit vraiment vivre beaucoup d'années pour pouvoir ramasser cette somme, ou bien peut-être il va vendre un morceau, ou bien un bien, ou bien un immobilier, ou bien un terrain, pour pouvoir réaliser ce rêve-là, puisqu'il n'a pas trouvé de travail en Tunisie. Donc c'est cette arrivée massive qui a choqué les Tunisiens eux-mêmes, et ceux qui n'ont pas de travail aussi, parce que le chômage est l'un des gros problèmes du moment. Voilà, tout à fait.
La Tunisie, c'est pas un pays très industrialisé et on fait tant bien que de mal pour trouver du travail. Et en plus, ce qui a accentué les choses, c'est qu'il y a une forte éducation des jeunes Tunisiens. Donc il y a beaucoup d'universitaires qui ne trouvent même pas de travail. Des diplômés au chômage. Des diplômés au chômage, et surtout pour les métiers qui sont pas très demandés en Tunisie, donc il y a un surplus. Ouais. Donc c'est cette arrivée massive d'un seul coup qui a été provoquée, qui a été faite artificiellement pour faire passer ces subsahariens à travers la Tunisie vers l'Europe. Bon, bien sûr, il y a de l'autre côté, l'Europe veut toujours régler son problème d'arrivée de ces clandestins. Il y a eu des propositions pour la Tunisie de les retenir en Tunisie, moyennant une certaine subvention, mais il faut voir, moi je ne connais pas les détails de cette subvention. Est-ce que ça vaut le coup, ça ne vaut pas le coup? Est-ce que ça règle le problème ou bien ça ne règle pas? Ça serait de, pas répercuter, mais reproduire un petit peu ce qui a été fait avec la Turquie, oui. Peut-être à plus petite échelle, oui. Où l'Union européenne paye des sommes astronomiques à la Turquie, oui. Pour que la Turquie garde, voilà. les migrants et demandeurs d'asile sur son sol et ne les laisse pas passer vers la Grèce ou la Bulgarie. Voilà. Et je me rappelle, il y a plusieurs années déjà, quand il y avait seulement la migration des Tunisiens vers l'Europe, principalement vers l'Italie. Il y a eu un petit accord. La Tunisie a surtout, elle n'a pas demandé d'argent, mais elle veut demander un renforcement de contrôle de la mer. Des gardes-côtes. Des gardes-côtes. Mais ce n'était pas très efficace. Les gens, les passeurs, ils arrivent toujours à trouver un moyen. Et d'ailleurs, là, pour faire une petite réflexion par rapport à l'actualité, il ne passe pas une journée depuis une semaine ou deux sans qu'on ne parle de tragédie au large des côtes de Sfax, puisqu'il semblerait que Sfax, la grande ville du sud, soit le point névralgique de ce trafic, tant pour les Tunisiens que pour les subsahariens. Et c'est très proche d'une île italienne, donc... Lampedusa. Oui. Alors, le drame, ce qu'il y a, c'est que ces passeurs, ils cherchent que du fric, ils s'en foutent de la vie de ces clients, si vous voulez, et ils remplissent les bateaux, les embarcations, trop, à tel point qu'il y a suffisamment de risques pour que le bateau coule. Donc voilà, la situation elle est un peu comme ça, mais il ne faut jamais parler de racisme tunisien, puisqu'il n'y avait pas de problème avant cette histoire de migration subsaharienne. Et il ne faut pas oublier que les subsahariens ne représentent pas un tout en Tunisie. Il y a, je dirais, grosso modo, 3 types de subsahariens. Il y a les étudiants, puisque la Tunisie a des universités de très bonne qualité et où l'enseignement est dispensé en français et qui coûte beaucoup moins cher que les universités européennes. Donc ça a attiré un certain nombre d'étudiants d'Afrique subsaharienne. Donc ceux-là sont parfaitement en règle et ne demandent qu'à vivre en paix et à pouvoir terminer leurs études. Il y a malgré tout des travailleurs qui ont été légalisés, ça existe, qui ont créé des petites sociétés dans différents domaines de compétences ici en Tunisie et qui aussi théoriquement n'ont pas de problème, mais il y a la catégorie des clandestins. Voilà, c'est essentiellement ça. Donc, mais le Tunisien moyen, le Tunisien de la rue, ne fait pas forcément la différence. Non, je crois, on le voit. Hein. On voit un étudiant. Ils sont à l'université, ils étudient, et je pense qu'ils sont rentrés de façon normale parce qu'il n'y a vraiment aucune raison pour qu'ils rentrent clandestinement. Pour aller à l'université, certainement, il a une inscription à l'université, il n'y a pas de raison pour que... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans la rue, le Tunisien moyen ne fait pas forcément la différence entre un étudiant et un clandestin. Mais c'est pas la couleur qui embête, c'est le fait qu'il y a un chômeur qui arrive. Oui, bien sûr. C'est essentiellement ça. Mais il y avait des étudiants en Tunisie depuis des années et des années, hein, mais il n'y avait aucun souci pour ça. Mais seulement quand il y a eu cette vague qu'on voit à la télévision qui arrive, qui marche pieds nus, qui font des kilomètres et des kilomètres pour remonter au nord, bien pour aller
du sud jusqu'à Sfax pour chercher un moyen d'embarcation, cela, c'est ça ce qui a gêné, qui a fait des problèmes. Et je vous dis même, bon, dans tous les pays, il y a des mendiants. Bien sûr. En Tunisie aussi, il y a des mendiants. Malgré qu'il y a un petit contrôle pour les mendiants, on essaie de les empêcher, etc. Quand il y a trop, et parfois on dit que c'est inhumain d'empêcher un mendiant de faire de la mendicité. Vous voyez. Alors, il y a même la concurrence pour la mendicité. Voilà. Il y a des subsahariens qui font la concurrence pour les mendiants. Voilà. Alors, il y a seulement, même pas une année, que je vois des mendiants subsahariens. Voilà. On n'a jamais vu ça. Oui, Il y avait des mendiants en tunisiens, des vieilles dames, des vieilles personnes, ou bien des personnes qui sont invalides, qui ne peuvent pas travailler. Et j'ai remarqué aussi une certaine façon de faire de la mendicité, c'est qu'il y a des jeunes chômeurs qui prennent un chiffon et une bouteille avec de l'eau pour laver les vitres des pare-brise au feu rouge. Oui. Ils faisaient ça. Alors les subsahariens, ils font la même chose. Ils font la même chose. Ils ont même fait mieux. Ils utilisent un chiffon et une bouteille d'Ajax. Ils ont fait mieux pour faire de la concurrence. Oui. Oui, donc ça posait un problème de ce genre-là. Bon, alors sérieusement, ces propos présidentiels, voilà. Comment ont-ils été perçus et qu'est-ce qu'on peut en dire? Tout à fait. Le président, il a rappelé que la loi existe contre l'entrée clandestine en Tunisie et dans tous les pays, en France aussi. Ça existe partout et que ces clandestins, il y a une loi qui réglemente tout ça. Mais ce qu'il a ajouté, ce qui est maladroit de sa part, à mon avis, et je crois qu'il a fait ça par souci de populisme, je crois hein, de démagogie. De démagogie, pour soi-disant avoir plus de supporters, si vous voulez. Et il a ajouté que ça va changer un peu le visage de la Tunisie. Et c'est ça ce qui n'est pas bien. Est-ce que l'arrivée des subsahariens risquait de remettre en cause la culture et, voilà. et les fondamentaux, je dirais, du pays? Et il a parlé même de l'islam. De l'islam, bien sûr. Ça, oui. Oui. Alors que beaucoup de ces subsahariens sont eux-mêmes musulmans. Oui, d'accord. Donc, moi, je trouve que ça, c'était inutile de le dire. Il s'agit de rappeler peut-être la loi qui existe depuis des dizaines d'années. Les clandestins ne sont pas... ils peuvent être poursuivis par la justice. Il faut rappeler pour nos auditeurs que la Tunisie vit depuis quelques années une crise économique qui est doublée d'une crise politique, et que donc, tout naturellement, comme ça se fait dans tous les pays du monde, les chefs d'État qui font face à ce genre de situation cherchent à renforcer leur base avec parfois un peu trop de démagogie. Alors bien sûr, les opposants profitent des propos des présidents. Ils se sont figés sur les propos qui ne sont pas vraiment acceptés. C'est cette partie-là où il parle que ça va changer, ça va changer la géographie politique, la géopolitique de la Tunisie, et qu'il y aura une influence d'une partie chrétienne de ces subsahariens, que ça va influencer l'islam, etc. Mais c'est vraiment, ce sont des propos, et c'est ça le défaut du président actuel. Enfin, on le dit et on le sait, il n'a pas le sens de la parole et mesurer tous ces mots qu'il doit vraiment prononcer. Bien sûr. Rappelons aussi à nos auditeurs qui ne sont pas familiers de la Tunisie, c'est que le président actuel était un quasi inconnu il y a jusqu'à la campagne électorale qu'il a portée au pouvoir. Tout à fait. Et que donc il n'a aucune expérience politique, je dirais. C'était un professeur respecté d'ailleurs de droit constitutionnel, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Mais il ne suffit pas d'être professeur de droit ou bien des choses de ce genre-là, mais il faut savoir aussi comment gérer une nation, comment parler. Bourguiba, je me rappelle très bien, moi j'étais très jeune, j'avais 8 ans. C'était un orateur, lui. Oui, c'était un très bon orateur. Avocat, normal. Non, mais avocat, il sait comment parler, il sait comment retenir l'attention des auditeurs. J'avais 8 ans comme ça, et quand Bourguiba fait un discours, je me mets à côté de la radio à ce moment-là, ça fait 60 ans, et je l'écoute.
il est passionnant. Bien sûr. Passionnant. Bien Je sûr. ne comprends rien de la politique, mais il est comme passionnant. Donc il sait comment parler et il sait mesurer ses mots. Il sait quand est-ce il est un peu plus dur dans ses paroles, un peu plus doux, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui parle bien. Qais Saïd, on ne le connaît pas. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais connu. J'ai aucune idée de ce qu'il est. Mais il a un côté sur le bord islamiste. Alors, je pense que comment il a pu réussir à avoir le meilleur score de la présidence pour être président, je pense que c'est le parti islamique Nahda qui l'a aidé. Parce qu'ils savent qu'eux, ils ne peuvent pas avoir ce poste-là. Ils n'ont pas réussi. Donc, ils l'ont aidé dans les élections. Lequel parti est maintenant victime Voilà. comment dirais-je, je dirais pas la répression, mais enfin la victime du président, puisque le principal dirigeant de ce parti que vous venez de nommer a été arrêté alors qu'il était quelques mois plus tôt encore, ou quelques années, il était président du Parlement, et c'était donc une personnalité de premier plan. Tout à fait. Donc en 2011, le parti islamiste, il est vraiment bien remonté. Parce que les gens, ils voulaient l'égalité, la justice, etc. Et eux, ils prêchent la religion surtout sous la forme égalité, justice, bonheur et tout ce que vous voulez. Donc ils ont eu espérance de ça, voilà. Ils ont espéré ça. Et donc après, on a vu qu'après 10 ans de presque, je ne dis pas gouvernement Nahda, mais essentiellement Nahda. C'est le parti Nahda qui a essentiellement influencé le cours des choses. La vie politique, et on voit que ça dégringole. Hein. Point de vue économique, ça dégringole. Et Nahda, actuellement, elle a perdu beaucoup de supporters. Donc, et même au Parlement, il y a eu des scènes vraiment inadmissibles de discussions et de discours dans le Parlement. Donc, c'est devenu insupportable. Alors, le président Qais Saïd, le 25 juillet, je ne sais pas si vous vous rappelez, il a fermé le Parlement, enfin suspendu, si vous voulez. Ce qui est quand même fort pour un professeur de droit constitutionnel. Mais pour lui, il a trouvé quelques articles qui sont cachés à droite et à gauche et derrière les pages pour justifier ce qu'il a fait. Oui. Mais quand même, il faut dire que la majorité des gens, sauf qui sont pro-Nahda, bien sûr, ils sont soulagés de cette décision. Ils étaient tout à fait contents que le parti Nahda a été, si vous voulez, étouffé. Voilà. Étouffé. Et c'est comme ça que les choses avancent. Mais, du point de vue économie, Nahda, elle est présente. Hein. Ils ont beaucoup de lobbies. Oui. Il y a une influence de lobby très importante. Et l'économie est paralysée comme ça. On peut faire un sabotage pour la distribution du lait, par exemple. Bien, des choses essentielles, ce qui n'est jamais arrivé en Tunisie. Donc, vous voyez, c'est devenu très grave. Alors, actuellement, le président Qais Saïd, bon, lui, il est juriste, etc. Il essaie de trouver toutes les ficelles pour trouver toutes les malfaçons économiques, etc. pour juger certaines personnes. Voilà. Et il y en a beaucoup, hein. Ne vous en faites pas. Mais cette situation a aussi compliqué le rapport de la Tunisie avec les bailleurs tels que le FMI, etc. Ça a un peu compliqué les choses. Oui, il faut dire que Nahda, elle est très forte. Ils ont beaucoup d'antennes, même en Amérique. Elle est soutenue par l'Amérique. Hein. Les Américains soutiennent. Ils ont beaucoup d'antennes. Ils ont même des conseillers américains pour savoir comment gérer la chose politique. Et ils ont beaucoup d'antennes dans le monde entier pour faire de l'anti-publicité contre Qais Saïd. Donc, ils sont plus forts que lui, entre guillemets, quoi. Nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. On aurait pu continuer très longtemps parce que c'est un sujet passionnant, mais qui a de multiples facettes, dont malheureusement le cadre de cette émission Panorama Info ne nous permettra pas de faire le tour. J'espère qu'on aura à nouveau l'occasion d'en discuter. Mais pour le moment, je vous remercie beaucoup de vous être exprimé, ce qui prouve d'ailleurs que la Tunisie est encore un pays libre où on peut s'exprimer. Je n'aurais jamais pu faire une émission comme ça à Kigali, je le dis en passant, ou dans un autre pays d'Afrique subsaharienne. Donc merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle émission en direct, si je puis dire, de Testour, devant l'horloge. Devant l'horloge.
qui est la cause de notre rencontre, notre première rencontre. Cette horloge qui est un peu énigmatique. Oui. Et on se demande pourquoi ça tourne à l'envers. Je rappelle que M. Abdelhalim Koundi est l'auteur d'un livre qui raconte l'aventure de cette horloge qui tourne à nouveau à l'envers. Oui. Et ça fait 8 ans qu'elle tourne, elle n'est jamais tombée en panne. Ça, c'est important. Puisque, je le dis toujours, moi je le vois d'un œil d'un ingénieur, puisque je suis ingénieur. Bien sûr. Et à l'université, à l'école d'ingénieur, on nous a appris qu'il ne faut jamais laisser une machine en panne. Exactement. C'est ce que j'ai fait. Exactement. Ouais. Merci beaucoup et à très bientôt. Et je dis à très bientôt, en tout cas la semaine prochaine, à nos auditeurs. Et bonjour depuis la Tunisie ensoleillée. Et à bientôt. Au revoir. Voilà. Au revoir. Merci.